je vais vous présenter une enquête que vous avez normalement tous reçue par mail et qui a été réalisée par le Réseau national des collèges doctoraux dans les écoles doctorales françaises, donc sur toute la France au niveau national, auprès des doctorants qui étaient inscrits en doctorat en 2020-2021 et auprès de leurs encadrants. Bon, à cette enquête, donc il y a 70 000 doctorants en France, et à cette enquête, on a eu 11 545 réponses de doctorants et 5 831 réponses d'encadrants et encadrantes entre le 1er septembre et le 15 octobre 2021. Donc, c'est une enquête qui est très importante en nombre. En taux de réponse, ça représente à peu près 16%, mais ça reste un nombre très important. Alors, on remercie bien entendu tous ceux qui ont fait qu'on a pu avoir ces résultats d'enquête, et que ce soit les doctorants, les doctorantes, leurs encadrants, mais aussi tous les institutionnels, le ministère, France Université, les collèges doctoraux de France et toutes les écoles doctorales qui ont relayé. Et puis, je voulais juste aussi ajouter qu'on a d'autres volets. Donc, il y a eu le premier volet auprès des doctorants, le second auprès des encadrants, mais on a prévu un troisième volet auprès des entreprises. Il est en cours actuellement. Et enfin, on a tous des enquêtes emploi auprès des docteurs qui sont en cours actuellement. Et on espère pouvoir récupérer l'ensemble des données et les consolider pour faire un quatrième volet et avoir un panorama très complet de tout ça. Alors, tout ça, ça s'est inscrit dans un contexte. Vous savez qu'il y a une loi pour la recherche qui est sortie en 2020 et que du fait de cette loi pour la recherche, il y avait la nécessité de faire évoluer l'arrêté, enfin la réglementation concernant le doctorat, donc l'arrêté du 25 mai 2016 qui précise comment doit se dérouler le doctorat. Donc, on savait qu'il y aurait cette révision. Et à cette occasion, il y avait plusieurs recommandations qui avaient eu lieu dans deux rapports. Un rapport remis en 2020, le doctorat en France du choix à la poursuite de carrière, et un autre concernant le recrutement des enseignants-chercheurs. Et dans ces deux rapports, il y avait des propositions d'évolution du doctorat d'une part et de l'HDR, donc l'habilitation à diriger des recherches d'autre part. Donc, on avait besoin, sachant qu'il allait y avoir une concertation, d'avoir en fait des résultats de terrain et des éléments pour cette concertation. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette enquête à ce moment-là du calendrier. Sinon, on l'aurait peut-être fait un petit peu plus tard, mais ça nous a permis d'avoir un premier rapport pour pouvoir participer à la concertation qui a eu lieu voilà, tout début janvier. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que bon, on avait aussi prévu de lancer ça pour d'autres raisons. C'est pour ça que l'enquête était très complète. Et en particulier, on a constaté que l'attractivité du doctorat recule en France depuis une dizaine d'années. Au niveau national, le nombre de nouvelles inscriptions au doctorat a baissé d'environ 2% par an. Et ça a fait suite à une longue période de croissance qui était pour beaucoup liée à l'arrivée d'internationaux et à l'internationalisation du doctorat. Alors, à l'université Paris-Saclay, on n'est pas dans cette situation. Depuis la création de l'université, alors au début sous forme de commu en 2015, on a eu au contraire une augmentation de 4,3% par an du nombre de premières inscriptions. Donc, on n'est pas dans la situation moyenne nationale, mais néanmoins, c'est quelque chose qui préoccupe en se disant quelles sont les raisons de ce recul d'attractivité. Donc, on avait besoin de brosser un paysage actualisé, bien clair, avec les retours du terrain pour ça. On a identifié plusieurs facteurs. Évidemment, la question de la rémunération des doctorants, qui est gelée depuis un certain nombre d'années et qui est assez insuffisante, et une presse négative sur les conditions de déroulement du doctorat, et aussi des inquiétudes sur les débouchés du doctorat et la reconnaissance du diplôme pour voilà, toutes les activités professionnelles qu'on peut avoir après. Donc, c'est pour cette raison, si vous voulez, que l'enquête a été conçue comme ça, avec un certain nombre de volets assez larges sur pourquoi va-t-on en doctorat, qu'est-ce qui motive à aller en doctorat, donc toute la question de l'attractivité, comment se passe le doctorat, donc là pour répondre à toutes les questions autour des conditions de déroulement des thèses, la rémunération, la qualité de l'encadrement doctoral, etc. Et puis, quel devenir professionnel, quels sont les projets que vous avez pour l'après-thèse. Alors, on a eu les deux questionnaires en français et en anglais. Je pense que pas mal d'entre vous ont dû répondre au volet auprès des doctorants. Il y avait beaucoup de questions et c'était vraiment, ça parcourait tout ce qui peut concerner le doctorat. Et bon, il fallait un temps de réponse assez long, 20 à 30 minutes, donc un vrai investissement pour répondre. Donc, ça permet aussi de limiter, je dirais, les biais de réponse, de sélection ou d'enrôlement dans l'étude liés au choix de telle ou telle thématique. Là, les gens ont répondu, je dirais, sur un ensemble de réponses.
Voilà, donc vous avez ici les statistiques. Alors, la diffusion des résultats, ça a été fait sous deux formes. On a d'abord eu une diffusion sous forme d'un rapport d'enquête avec des communiqués de presse pour accompagner et une interface dynamique de consultation et visualisation des résultats. Donc ça, c'est la forme du rapport. C'est un premier rapport. On était très pressé pour le rendre pour pouvoir participer à la concertation, mais l'enquête est très riche et on a prévu d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. On a à peine exploité un tiers des données. On l'a diffusé, bien sûr, à tous les doctorants qui avaient demandé à le recevoir au moment où ils ont répondu à l'enquête. Donc, on avait constitué une liste de personnes qui avaient demandé à l'avoir, et donc ça a été diffusé le 1er janvier. Et puis, on a diffusé le rapport d'enquête aussi auprès des entreprises en même temps qu'on leur soumettait le questionnaire pour le 3e volet. Donc, l'ABG, l'Association Bernard Grégory, l'ANRT, qui s'occupe des conventions CIFRE, et BPI France, Banque publique d'investissement France, qui s'intéresse beaucoup au doctorat à travers en fait, la création d'entreprises de start-up deep tech. Donc, on leur a diffusé les résultats. Alors, là, ce qu'on peut aussi signaler, c'est qu'au moment où on a diffusé ces résultats, il y a eu, mais c'est un hasard du calendrier, en même temps la publication du livre d'Adèle Combe, dont vous avez peut-être entendu parler, Comment l'université broie les jeunes chercheurs, harcèlement, précarité, loi du silence, un gâchis français. Ça a eu beaucoup de résonance dans la presse, radio, la presse écrite, il y a eu des articles un petit peu partout. Donc voilà, donc on a eu de ce fait un regard peut-être un petit peu différent au moment de l'analyse des résultats, ou en tout cas, on est revenu sur un certain nombre d'analyses pour aller regarder un petit peu plus la situation des doctorants qui se déclarent en difficulté ou insatisfaits. Et vous verrez, je fais un focus là-dessus dans la suite de la présentation. Pas tout de suite au début, mais dans la deuxième partie. Alors, les résultats. Vous pouvez accéder, j'enverrai les planches après, aux résultats. Il y a le rapport d'enquête. Il y a l'interface de visualisation des données où on peut voir là vraiment tous les résultats au niveau national. Et on a fait aussi une restriction uniquement à l'Université Paris-Saclay pour ne voir que les répondants de l'Université Paris-Saclay, que ce soit les doctorants ou les encadrants. Donc, ça permet de ne voir que les données qui viennent d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enquête? Alors, vous verrez, j'ai pris la présentation pour le niveau national, mais de temps en temps, j'ai intercalé quelques résultats au niveau de l'Université Paris-Saclay en particulier, surtout quand il y avait des différences notables. Donc voilà, mais donc pour l'essentiel, c'est les résultats au niveau national, mais il y a quelques résultats intercalés qui sont locaux. Alors, voilà, pardon. Donc, l'enquête nous a permis de mettre en avant 12 constats et recommandations. On avait un rapport, beaucoup de données, on n'en a exploité qu'une partie pour le rapport et on a résumé le rapport sous forme de 12 constats et recommandations principales. Alors, 3 faits marquants, 3 constats, contribution centrale pour la recherche, haut niveau de satisfaction, travail en équipe, j'y reviendrai juste après. Et puis aussi des propositions et des recommandations pour améliorer le cadre de la formation doctorale, de l'encadrement doctoral, améliorer l'attractivité internationale, améliorer la reconnaissance du doctorat et sa valorisation, et puis réduire l'inquiétude des doctorants, la vôtre, vis-à-vis du devenir professionnel. Alors, peut-être un petit tour déjà sur ces faits marquants pour voir un petit peu les résultats de l'enquête. Alors, on peut d'abord dire que le doctorat, c'est essentiel pour la recherche française. Donc là, c'est au niveau national. La question qui a été posée aux encadrants, c'était quelle est, d'après vous, la part, à combien estimez-vous la part de vos productions scientifiques dans les 5 dernières années qui sont associées à un projet doctoral? On n'a pas dit ici qui avait écrit les articles, ce n'était pas la question, c'est associé, venant, issu d'un projet doctoral. Alors, vous voyez qu'en fait, tout domaine confondu, toutes les disciplines confondues, on a en fait 72% des encadrants qui ont répondu à l'enquête au niveau national, 78% à l'Université Paris-Saclay, qui estiment que entre la moitié et jusqu'à la totalité de leur production scientifique sont associés à un projet doctoral. Donc, c'est assez important. Et on peut noter que ça varie selon les domaines. Et si on regarde plus spécifiquement le domaine des sciences et technologies, pour lequel ce taux est le plus important. Donc, on atteint un taux maximum de 85% au niveau national et 83% à l'Université Paris-Saclay. Voilà. Alors, en fait, c'est aussi très lié à des différences selon les domaines de recherche. Donc, vous voyez ici la réponse à la même question. Selon les secteurs de recherche. En sciences et technologies,
presque, enfin voilà, une grande majorité des encadrants déclarent que l'essentiel de leur production scientifique sont faites avec des doctorants. Par contre, ce n'est pas le cas en sciences de la société ou humanité, lettres et langues. Mais là, il faut faire attention à la façon dont on a posé la question. On n'a pas demandé quelle est la part des doctorants dans la production scientifique. On a demandé aux encadrants quelle était la part de leurs publications qui étaient associées à un travail avec des doctorants. Et il se trouve que dans ces domaines-là, il y a une part importante des doctorants qui viennent avec leur sujet de recherche et qui publient sans leur directeur de thèse. Donc, on n'est pas, en fait, la production scientifique des encadrants se fait sur d'autres sujets que les sujets de thèse qu'ils encadrent. Par ailleurs, quand on regarde certains domaines, par exemple en sciences de la vie et de la santé, il y a un petit peu plus de post-doc dans ce domaine que dans d'autres domaines. Et les post-docs, souvent, ne sont pas eux-mêmes encadrants et ils ne sont plus doctorants. Donc, leur production scientifique échappe à ce domaine, à cette analyse. Voilà. Alors, pourquoi il y a de telles différences entre les domaines? La première raison, c'est en fait lié à la façon dont se fait la genèse du sujet de thèse. Vous avez en fait, dans les domaines des sciences et technologies et sciences et vie de la santé, très souvent, et on le voit très bien dans ces statistiques, les encadrants proposent le sujet de thèse et c'est un sujet soit qui est très abouti, hein, qui précise à la fois la question de recherche et la manière d'avancer sur le sujet, le protocole, soit ça peut être un présujet des grandes orientations et puis co-construit avec les candidats. Mais les candidats qui viennent avec leurs propres propositions, qui sont ici en bleu ou en violet, c'est quand même assez rare. Par contre, en sciences de la société, droit, économie, gestion, humanité, lettres et langues, vous voyez que c'est l'inverse, c'est-à-dire que très souvent, les candidats arrivent avec leur sujet de thèse et le rôle du directeur de thèse, c'est de les encadrer, de les guider pendant qu'ils mènent leurs travaux, mais ils ne sont pas co-auteurs des publications et ils ne sont pas non plus, c'est pas eux qui sont à l'origine de cela. Alors, ça a une première conséquence, donc déjà sur la publication, quand les doctorants viennent avec leur sujet, ils publient seuls. Quand les sujets sont arrivés par les directeurs de thèse qui proposent le sujet et la démarche, évidemment, les gens publient ensemble. La deuxième chose, c'est la durée de la thèse, puisqu'évidemment, quand on arrive avec un sujet de thèse en master, s'assurer que la question de recherche est réellement originale vis-à-vis du contexte scientifique international, vérifier son importance dans le champ de recherche et qu'on traite bien une question qui a un enjeu significatif pour la création de connaissances, ça prend un peu plus de temps parce que ça demande de la maturité et donc les tests vont être plus longues. Alors, deuxième point important, c'est qui sort assez fortement de l'enquête, c'est le niveau de la satisfaction. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez positif hein, de ce retour. Ça ne veut pas dire que tout le monde est très content, mais on constate quand même un niveau de satisfaction qui est assez important. Alors, juste quelques petits points. On a posé des questions sur la satisfaction au niveau général, et puis ensuite sur des volets de l'encadrement doctoral vis-à-vis de ces différentes composantes de l'encadrement doctoral. On a demandé aux doctorants ce qu'ils pensaient de l'action de leur directeur de thèse. Donc, on verra ça après. Alors, si on regarde déjà sur les questions générales, la première, c'était est-ce que votre expérience correspond à vos attentes et à votre vision du doctorat? Donc, on a au niveau national 68% des doctorants qui se déclarent très satisfaits ou satisfaits de leur expérience. Enfin, ça correspond en fait à leurs attentes. Et à l'université Paris-Saclay, ça monte à 75%. Et donc là, vous constatez quand même qu'il y a une part de gens qui sont soit très insatisfaits, il y en a 3%, ou assez insatisfaits, 8%. Donc ça fait de l'ordre de 10%, un petit peu moins chez nous, mais 10% des doctorants qui ont une expérience qui correspond ni à leur vision ni à leurs attentes. On constate aussi, on leur a demandé s'ils recommanderaient à un ami de préparer un doctorat dans leur établissement. Donc, ce qu'on voit, c'est que 64% recommanderaient tout à fait ou plutôt à un ami de préparer un doctorat, 4% pas du tout au niveau national. À l'université Paris-Saclay, 73% recommanderaient et 2% pas du tout. Voilà, donc on est quand même sur des niveaux de satisfaction qui sont très importants, même si évidemment, il y en a qui ne sont pas dans des situations satisfaisantes. Enfin, on a posé une question, et c'est là que la satisfaction est la plus importante, aux doctorants, s'ils étaient satisfaits, très satisfaits ou non, de leur encadrement doctoral. Donc, au niveau national, c'est 78% des doctorants, tous domaines confondus, qui sont très satisfaits ou satisfaits de leur encadrement doctoral, avec 11% de neutres
7% d'assez insatisfaits et 4% de très insatisfaits. Et à l'Université Paris-Saclay, 82% de très satisfaits ou satisfaits, les autres étant neutres, assez insatisfaits ou très insatisfaits, 2% qui se déclarent très insatisfaits de leurs encadrants. Alors, on a fait un travail, et on y viendra après, pour analyser les motifs principaux d'insatisfaction et qu'est-ce qui est la cause de ces situations où les doctorants ne sont pas ne sont pas bien. Par ailleurs, ici, on a posé des questions plus précises en divisant l'encadrement doctoral en 17 composantes et on a demandé aux doctorants comment ils voyaient le rôle du directeur de thèse sur chacun de ces volets et par ailleurs, comment ils étaient satisfaits de l'action de leur propre directeur de thèse. Pour les encadrants, on leur a juste demandé comment ils voyaient le rôle du directeur de thèse. Donc, sur le rôle du directeur de thèse, c'était une échelle d'1 à 5 allant de sans importance, pas leur rôle, à très important, leur rôle. Et pour la satisfaction, c'était une échelle d'1 à 5 allant de très insatisfait à très satisfait. Alors, le détail est sur la plateforme qui est en ligne. Vous pouvez aller consulter tout en choisissant l'année, le domaine scientifique. Voilà, donc ça permet de rentrer un peu plus finement dans les résultats. Mais là, pour simplifier, on a mis des moyennes de ces notes de 1 à 5. Alors, vous avez ici ces 17 composantes de l'encadrement doctoral. Et vous voyez, en fait, sur la question 1, c'est la vision des doctorants du rôle du directeur de thèse. La question 3, c'est la vision des encadrants du rôle du directeur de thèse. Et la question 2, là, c'est la satisfaction des doctorants à l'égard de l'action de leur directeur de thèse. Bon, ce qu'on peut voir dans ces réponses, c'est que déjà, la vision des doctorants et des encadrants de ce qui est important ou pas dans le rôle du directeur de thèse sont assez convergentes. Il n'y a pas énormément de différence, sauf sur certains points. Donc, par exemple, l'encourager à présenter et publier ses travaux de recherche. Pour les doctorants, c'est vraiment du rôle et de la compétence des directeurs de thèse. Pour les encadrants, significativement moins. Il y avait aussi la question d'accompagner l'intégration dans la communauté scientifique, aider à développer un réseau de recherche, donc tout ce qui est amener les doctorants à se mettre en relation avec d'autres personnes que le directeur de thèse pour avoir des regards extérieurs, des échanges. Donc, c'est très important pour les doctorants et significativement moins pour les encadrants. Alors ça, je l'ai souligné aussi parce que c'est là où il y a l'écart le plus important entre la satisfaction à l'écart des encadrants et l'attente, la vision en fait des doctorants à l'égard du rôle de leurs encadrants. Bon, alors, par contre, on voit qu'effectivement, aussi bien les doctorants que les encadrants s'accordent pour estimer que préparer le devenir professionnel, veiller au développement de l'ensemble des compétences, y compris en recherche, ce n'est pas vraiment du rôle des directeurs de thèse, donc probablement plus du rôle des doctorants eux-mêmes, des écoles doctorales, des collèges doctoraux qui peuvent accompagner sur ce volet-là. Alors, tout ça, comme je disais, il y a des convergences et des divergences. Donc, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, les visions convergent à peu près sur tout, sauf sur la question de la production scientifique, ce n'est pas du tout anodin, et la question de l'intégration dans la communauté scientifique. Alors, vous allez avoir le détail sur l'interface. J'ai juste extrait quelques cas, c'est au niveau national, ce n'est pas l'Université Paris-Saclay. C'est les points pour lesquels, si vous voulez, il y avait de la divergence, faire des retours critiques ou encourager à publier. Et puis, des points qui sont importants. Donc, faire des retours critiques, s'assurer de l'état psychologique, rassurer lorsque nécessaire. Là, je l'ai extrait parce qu'en fait, il y a une proportion quand même significative, 20% des doctorants au niveau national qui se déclarent très insatisfaits ou insatisfaits de l'action de leur directeur de thèse. Le détail se trouvera sur l'interface. Alors, dernier fait marquant sur lequel on peut insister, le travail en équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait opposé au cliché qu'on peut avoir du doctorat. On entend souvent que c'est un travail solitaire qui se fait, disons, voilà, dans une relation duale entre doctorant et directeur de thèse. Et en fait, ce n'est pas du tout la réalité. Donc, quand on regarde, là, c'était une enquête au niveau national, on voit apparaître un premier fait marquant, c'est que le co-encadrement est très dominant. Donc, on a simplement déjà posé la question, êtes-vous encadré par une équipe? Donc, il y a 33% des doctorants au niveau national qui n'ont qu'un directeur de thèse, il n'y a pas de co-encadrant. 67%, donc c'est un tiers, 2 tiers, 67% qui ont des co-encadrants. Alors, après, quand il y a un co-encadrement, on peut constater que ça ne se passe pas toujours bien. Il y a parfois des tensions entre les membres de l'équipe.
ou une faute d'orthographe, ou les rôles respectifs ne sont pas toujours bien compris ou bien coordonnés et les encadrants peuvent donner des orientations contradictoires. Donc ça, c'est au niveau national. Si on regarde à l'université Paris-Saclay, il y a encore plus de co-encadrement. Là, les situations de co-encadrement montent à 74%, mais il y a 62% des doctorants qui déclarent que l'équipe d'encadrement est complémentaire et se coordonne et s'entend bien. Il y a effectivement des doctorants pour qui il y a un problème d'entente dans l'équipe. Alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est que quand on regarde, quand on croise en fait cette question de co-encadrement avec la satisfaction vis-à-vis de l'équipe d'encadrement, donc la question générale, êtes-vous satisfait de votre équipe d'encadrement, on voit apparaître une forte corrélation en fait entre la satisfaction et la manière dont est organisée l'équipe d'encadrement. Donc la première chose qu'on voit, c'est que parmi les doctorants qui sont très insatisfaits de leur encadrement, il y en a une part très très importante pour laquelle l'équipe d'encadrement ne s'entend pas ou ne se coordonne pas bien. Et donc, c'est un facteur majeur d'insatisfaction vis-à-vis de l'encadrement. C'est des équipes c'est effectivement lié au co-encadrement. Par contre, parmi ceux qui sont très satisfaits, effectivement, ce problème-là est mineur. Par ailleurs, ce qu'on constate aussi, c'est que quand les doctorants sont encadrés uniquement par un directeur de thèse, enfin la part des doctorants qui sont encadrés uniquement par un directeur de thèse, pour qui il n'y a pas de co-encadrement, est plus forte parmi les doctorants très insatisfaits que parmi l'ensemble, que parmi ceux, par exemple, qui sont très satisfaits. Donc, apparemment, pourvu que l'équipe d'encadrement s'entende bien, le fait d'avoir plusieurs encadrants est plutôt favorable. On voit sur la partie bleue, mais si l'équipe d'encadrement s'entend mal, ben là, ça pose des problèmes, ce qui est normal. Alors, le deuxième volet du travail en équipe, ça a été de demander finalement combien y a-t-il de doctorants pour un même directeur de thèse. Donc, on a demandé d'abord, votre directeur ou votre directrice de thèse dirige-t-il d'autres doctorants? Alors, là, vous avez une répartition selon les domaines. Ce qu'on peut voir, c'est que les cas où les directeurs de thèse dirigent plus de 5 doctorants sont quand même assez rares, donc 5 ou plus, c'est assez rare, mais ça dépend des domaines. C'est plus fréquent en sciences de la société, droit, économie, gestion ou en humanité, lettres et langues. Les cas où les directeurs de thèse ne dirigent qu'un seul doctorant à la fois sont surtout fréquents en sciences de la vie et de la santé et un petit peu en sciences et technologies, mais assez peu fréquents dans les domaines des SHS. Alors là aussi, on a posé la question, le fait d'être plusieurs doctorants sous la direction d'un même directeur de thèse, est-il un avantage ou un inconvénient? Donc on avait deux questions, c'est un avantage, deux questions, c'est un inconvénient. Alors ce qu'on peut voir, c'est que très majoritairement, les doctorants estiment que c'est plutôt un avantage. Ça permet effectivement de s'entraider humainement, professionnellement, puis de partager des connaissances, des thématiques, des techniques. Donc, c'est à la fois un enrichissement et un soutien professionnel entre eux. Mais dans certains cas, et ça va jusqu'à 20% au niveau national, ça devient un inconvénient. Assez peu du fait de mésententes entre les doctorants, ça ne représente que 2%. En revanche, c'est majoritairement un problème du fait d'un manque de disponibilité du directeur ou de la directrice de thèse. Et bien sûr, ce problème de manque de disponibilité, alors c'est le même code couleur que précédemment, il peut être directement corrélé au nombre de doctorants sous la direction d'un même encadrant. Donc parmi ceux, les 12% dont le directeur de thèse dirige plus de 5 doctorants, il y en a 39% qui estiment que le fait que le directeur de thèse dirige plusieurs doctorants est un inconvénient du fait d'un manque de disponibilité. Et puis évidemment, ça diminue fortement quand le nombre de doctorants encadrés diminue, c'est ce qui est logique. Alors, du coup, cela permet d'apporter un certain nombre de recommandations pour améliorer le cadre de la formation doctorale. Donc là, je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, ça va être très long. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un focus sur les doctorants en difficulté. Donc, ce qu'on constate, c'est que selon les questions posées, selon le domaine scientifique qu'on regarde, on a entre 5 et 15% des doctorants qui cumulent plusieurs difficultés ou motifs d'insatisfaction. Et bon, on peut constater que les réponses montrent qu'une partie des doctorants ne bénéficient pas d'un encadrement adapté. Donc, on pourra utiliser en fait l'enquête, et on a déjà commencé à le faire, déjà pour alimenter avec ces retours du terrain les formations à l'encadrement doctoral qui sont destinées aux futurs encadrants, pour leur dire voilà ce que vous êtes encouragés à faire et voilà ce qui est finalement générateur de difficultés et de problèmes.
mais ça peut être utilisé aussi pour adapter les critères pour être autorisé à diriger le doctorant. Donc, on pourra refuser, alors un truc tout bête, le nombre de doctorants par directeur de thèse. C'est vrai que c'est souvent une question un peu perçue comme étant bureaucratique. Après, quand on a des résultats comme ça, bah, ça permet de justifier, comme ce qu'on montrait là, ça permet de justifier d'une certaine manière qu'on limite le nombre de doctorants par directeur de thèse dans une école doctorale. Alors, ça peut être aussi utilisé, alors ça c'est des mesures plutôt de prévention, mais ça peut être aussi utilisé pour des mesures, disons, de traitement, c'est-à-dire comment il faut organiser une cellule harcèlement dans une université. Est-ce qu'il faut 2 personnes? Est-ce qu'il en faut 5? Comment est-ce que les personnes doivent s'organiser? Comment doit-on organiser? Bon, bref, donc vous voyez, il faut qu'on ait un diagnostic le plus juste possible sur quelles sont les difficultés rencontrées et qu'est-ce qu'il faut mettre comme dispositif en face de ces difficultés. Alors pour ça, l'analyse nous permet en fait de voir quelles sont les difficultés. Et ce qu'on peut voir, on a fait une analyse d'abord en composante principale des données qui permet d'identifier en fait les corrélations entre les réponses sans arbitraire, je dirais. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec cette première analyse, on constate que les doctorants qui se déclarent très insatisfaits de leurs encadrants se détachent visiblement des autres doctorants qui se déclarent insatisfaits, neutres, satisfaits ou très satisfaits de leurs encadrants. Il y a une coupure qui ne se fait pas à neutre, mais qui se fait à très insatisfait. Et ça se voit très, très bien, je l'illustrerai après. Alors, ces doctorants-là, qui sont dans le même groupe, en fait, de doctorants pas satisfaits sur plusieurs aspects, ils vont déclarer dans des proportions très supérieures aux autres que leur directeur de thèse dirige plus de 5 doctorants, que le fait qu'ils dirigent plusieurs doctorants est un inconvénient du fait d'un manque de disponibilité de sa part. Ils ont des rencontres pas assez fréquentes avec le directeur de thèse, typiquement moins d'une fois par mois. Ils ont une équipe d'encadrement qui ne se coordonne pas ou ne s'entend pas. Une durée de thèse au-delà de 3 ans. Il y a une forte corrélation entre la durée de la thèse et le mécontentement. Un manque de moyens pour la réalisation des travaux et la rédaction de la thèse. Et alors, bon, ça c'est un peu particulier, mais on a constaté quand même qu'il y avait une différence entre ceux qui sont français ou ont grandi en France et qui sont plus souvent insatisfaits que les étrangers qui viennent pour faire leur thèse en doctorat. Ce qu'on constate aussi, c'est que ceux qui sont très insatisfaits vont avoir une insatisfaction qui est générale et beaucoup plus forte. C'est-à-dire que ce n'est pas je suis insatisfait de mon directeur de thèse sur un point, mais satisfait sur un autre. Quand ils sont très insatisfaits, ça va être sur tous les domaines et il y a les 17 composantes de l'encadrement doctoral vont être touchées presque systématiquement. Alors, un petit exemple. Voilà. Le premier fait marquant, c'est que les doctorants très insatisfaits sont d'abord des doctorants abandonnés. Donc, on voit par exemple que parmi les doctorants qui sont très insatisfaits, 68% estiment que le fait que leur directeur de thèse dirige plusieurs autres doctorants est un inconvénient du fait de son manque de disponibilité. Et c'est seulement 15% parmi tous les autres, insatisfaits, neutres, satisfaits ou très insatisfaits. Donc, vous voyez, quand je dis que ça se détache nettement, ça se voit très bien. Même chose sur la fréquence de rencontres. 56% voient leur encadrant moins d'une fois par mois, parmi les très insatisfaits. Et parmi tous les autres, 23% voient leurs encadrants moins d'une fois par mois. À noter que quand des doctorants sont en activité professionnelle en parallèle de leur thèse, ce qui arrive souvent, en particulier en SHS, parfois, ils ne voient pas leur directeur de thèse très souvent parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas se rendre disponibles du fait de leur activité principale. Alors, si on fait la même analyse à l'université Paris-Saclay, on voit à peu près la même chose, même si le nombre est beaucoup plus petit, donc ce n'est pas forcément statistiquement très valable. Mais parmi les 2% des doctorants très insatisfaits, 43% voient leurs encadrants moins d'une fois par mois. Parmi tous les autres, il n'y en a que 7% qui voient leurs encadrants moins d'une fois par mois. Donc, on a une très grosse différence. Et la plupart du temps, doctorants et encadrants se rencontrent une fois par semaine. Deuxième raison majeure à l'insatisfaction, le manque de moyens. Donc, quand on regarde, en fait, on a demandé aux doctorants s'ils bénéficiaient ou non d'une rémunération pour préparer le doctorat. 79% des doctorants déclarent avoir une rémunération, mais seulement 56% estiment que cette rémunération est suffisante. Les autres, elle peut être insuffisante. On constate que 8% des doctorants déclarent être régulièrement en situation difficile à titre personnel, mais ça monte à 14% parmi ceux qui sont très insatisfaits. Et ça peut se cumuler avec un manque de moyens pour la réalisation des travaux de recherche ou pour rédiger la thèse. On va y venir après.
Alors, à l'Université Paris-Saclay, la situation est meilleure. Nous, on a 94% des doctorants inscrits en première année qui sont financés pour préparer leur thèse. C'est 75% au niveau national et 55,4% qui préparent leur thèse en parallèle d'une activité principale. Donc, néanmoins, 86 qui ont répondu à l'enquête déclarent qu'ils bénéficient d'une rémunération et à peu près comme au niveau national, 58% estiment qu'elle est suffisante, mais c'est 32% parmi ceux qui sont très insatisfaits de leur encadrement. Pareil, 6% des doctorants déclarent être régulièrement en situation difficile, mais 16% parmi ceux qui sont très insatisfaits. Donc, il y a une forte corrélation entre, c'est plus du double, hein, donc entre le niveau de rémunération et puis la satisfaction. Alors, un petit exemple, par exemple, sur les moyens, c'est les moyens pour la rémunération des doctorants, mais ça peut être aussi les moyens pour faire de la recherche. Donc, il y a plusieurs questions qui étaient posées. Donc, je vous donne juste un exemple. Le matériel informatique, par exemple, avoir un ordinateur pour écrire la thèse, conserver les données, travailler à distance. Voilà. Si on regarde les doctorants qui sont très, très, très insatisfaits de leur encadrement, 30% n'ont pas eu de matériel mis à disposition, ils n'utilisent que de l'équipement personnel. Parmi les autres doctorants, c'est 15%, donc 2 fois moins. À l'Université Paris-Saclay, ceux qui sont très insatisfaits, c'est 21% à qui on n'a rien donné pour préparer leur thèse, écrire leur thèse. Et puis 4% utilisent des équipements personnels parmi les autres. Donc on voit bien que quand il n'y a pas de moyens pour rémunérer les doctorants, en général, il n'y a pas de moyens non plus, ou en tout cas pas assez, pour préparer la thèse. Bon, je vais peut-être passer un petit peu là-dessus, mais vous voyez, on leur a posé la question en fonction du type de financement dont les doctorants disposent. On leur a posé la question de savoir si les conditions dans lesquelles ils pouvaient mener leurs travaux de recherche, donc en laboratoire, étaient des bonnes conditions, correctes, ou si elles étaient insuffisantes. Donc ça, c'est parmi ceux qui sont très insatisfaits de leur encadrement, et ça, c'est les autres, ceux qui sont tous les autres, donc insatisfaits, neutres. Alors vous voyez, la différence est majeure, hein, c'est vraiment pas du tout comparable. On voit bien qu'il y a vraiment la situation, une insuffisance de moyens va avoir un impact sur les conditions d'encadrement. Voilà, donc en résumé, des doctorants très insatisfaits sont souvent des doctorants abandonnés, c'est aussi des doctorants confrontés à un manque de moyens. Donc on a émis des recommandations que tous les doctorants retenus pour préparer une thèse en formation initiale, là je parle au niveau national, hein, soient financés à un niveau suffisant avec une revalorisation de la rémunération, que la préparation des thèses en formation tout au long de la vie, c'est-à-dire en parallèle d'une activité principale stable, soit mieux encadrée pour éviter des situations de précarité, donc éviter des revenus irréguliers ou insuffisants. Et dans tous les cas, qu'on ne s'arrête pas à la rémunération des doctorants, mais qu'on veille aussi à ce qu'il y ait ce qu'il faut pour avancer dans les travaux de recherche. Donc, que les conditions matérielles et financières soient réunies pour mener les travaux de recherche. Bon, alors évidemment, si on pose comme condition qu'il faut qu'il y ait des moyens suffisants pour faire les travaux de recherche et financer les doctorants quand ils sont pas en formation tout au long de la vie, il n'y a pas des moyens infinis, donc ça va forcément de pair avec une sélection lors de l'admission. Donc on avait posé des questions autour du caractère sélectif de l'entrée en doctorat. Donc on constate que quand on interroge doctorants et encadrants, alors on n'encourage pas les étudiants qui n'ont pas été acceptés, évidemment, on n'interroge que ceux qui sont dans le système, et on pose la question de savoir s'ils sont favorables ou non à systématiser les auditions pour l'admission au doctorat. Alors, là, en général, les réponses, là c'est au niveau national, sont que les doctorants sont plutôt très favorables à systématiser les auditions, avec finalement assez peu de différences selon les domaines scientifiques. Il y a plus de différences selon les encadrants. C'est pour ça que je vais vous montrer ce résultat-là, parce que les différences d'un domaine à un autre sont plus fortes parmi les encadrants que parmi les doctorants. Par contre, aussi bien les doctorants que les encadrants sont attentifs aux biais et donc veulent que ce soit un cadre bien officiel, bien défini et qu'on veille à ce qu'il n'y ait pas de biais dans la sélection si on en fait une. Alors, voilà, il y avait une question. À votre avis, pour l'entrée en doctorat, faut-il ou non auditionner tous les doctorants et doctorantes? Donc, les réponses, oui, il y avait 4 réponses oui pour proposer, représentent 68% parmi les encadrants, tout domaine confondu, avec un maximum en sciences de la vie et de la santé qui est le numéro 2 à 75% et un minimum en humanité, lettres et langues avec 56%. Et puis sur 1 et 3, c'est sciences et technologies et puis sciences sociales et droit, économie, gestion.
donc là où c'est intermédiaire. Alors, le premier motif, c'est que ça permet de participer à la reconnaissance du doctorat en permettant d'affirmer que l'entrée de doctorat est ouverte, équitable, exigeante. Le deuxième motif principal évoqué, c'était le choix numéro 1. Plusieurs pouvaient être classés. Le deuxième motif évoqué, c'est que ça permet de placer les doctorants dès le début en position de centrale et responsabilité vis-à-vis du projet, puisqu'il faut qu'ils défendent leur projet devant le jury en présentant toute la démarche jusqu'à la soutenance. Les autres motifs proposés, ça apparaissent quand même plus loin. Voilà. Alors, ensuite, quand on regarde non, les noms de principe sont assez peu nombreux, donc ça représente 9%. Par contre, les noms sont souvent liés à une inquiétude vis-à-vis des biais que cela peut provoquer lors de la sélection. Donc, un biais selon le fait que les doctorants sont plus ou moins accompagnés pour préparer l'audition. Donc, ce n'est pas la qualité du candidat qui est évaluée, mais finalement la qualité d'un ensemble, hein, l'encadrant, le labo, l'accompagnement apporté et puis bien sûr aussi la candidature, le candidat ou la candidate. Et puis, ça favorise d'autres biais, comme par exemple un avantage de l'oral sur l'écrit. Alors, on a cette question des biais qui est d'ailleurs parfois avec les deux faces d'une même pièce, puisque si vous voyez, on a quand même 6% des gens qui trouvent que l'audition permet de tester, à travers l'aide à la préparation de l'audition, l'accompagnement et l'implication des encadrants, disant que si les encadrants sont déjà mobilisés pour accompagner les candidats lors de l'audition, il y a des chances qu'ils continuent de les aider par la suite de façon forte. Bon, je vais peut-être pas ainsi. Oui, c'est assez logique. Donc, autre point sur les comités de suivi. Vous avez en fait une petite analyse sur les comités de suivi qui avait été faite. La plupart des doctorants ont déjà eu un comité de suivi quand ils arrivent en 3e année. Et quand ils ont eu un comité de suivi, en général, ils en sont très satisfaits ou satisfaits. Il y en a seulement 4% qui se déclarent insatisfaits et 2% très insatisfaits. C'est au niveau national encore. 47% des doctorants ont eu un droit de regard sur la composition de leur comité. Alors, on ne sait pas sous quelle forme, hein, puisqu'on n'a pas dit si c'était eux qui proposaient ou s'ils pouvaient récuser un membre ou si je ne sais pas comment, ou s'ils donnaient simplement un avis. Mais en tout cas, presque la moitié a pu donner un avis sur son comité. Et ce qu'on constate par contre très clairement, c'est quand les doctorants ont un droit de regard sur la composition de leur comité, en fait, ils en sont nettement plus satisfaits que quand ce n'est pas le cas. Alors, par contre, on constate aussi des anomalies. Bien que 5% des doctorants en 3e année déclarent n'avoir jamais eu de comité de suivi ou ne pas savoir de quoi il s'agit, alors que normalement, c'est obligatoire de les organiser au moins une fois pour l'inscription en 3e année dans la réglementation nationale. Voilà. Donc après, sur le fonctionnement des comités de suivi, je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, mais on voit apparaître que ce qu'on a à l'Université Paris-Saclay, en fait, le fait que ça doit être en 3 étapes, avec entretien avec le doctorant sans les encadrants, entretien avec les encadrants sans le doctorant, une présentation des travaux et discussions en amont. Ça rejoint, enfin, c'est largement cité, ça apparaît, c'est cité par 62%. Bon, voilà, donc je ne vais peut-être pas entrer dans les détails, je vous enverrai les planches après ou vous me poserez des questions si vous souhaitez. Alors, peut-être un petit point aussi sur l'attractivité internationale. On a constaté que parmi les doctorants qui ont répondu à l'enquête, 33% sont internationaux. Alors, ce qu'on a appelé internationaux, sont originaires ou ont grandi dans un autre pays que la France. Donc, on n'a pas voulu demander la nationalité parce que ce qui était vu derrière, c'est être dans le système d'enseignement français depuis, disons, l'enfance, ou bien y arriver plus tard en master, en licence ou pour le doctorat. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on met en face le fait que les doctorants soient nationaux ou internationaux vis-à-vis des projets d'installation à terme, et là, c'est une restriction en fait aux doctorants internationaux. Ce qu'on constate, c'est que quand les doctorants souhaitent s'installer en France, enfin bon, pardon, quand les doctorants sont arrivés en France pour l'entrée en doctorat, ils sont beaucoup moins nombreux à vouloir s'installer en France à terme. Vous voyez, il y en a 66% de ceux qui sont arrivés pour le doctorat en France souhaitent en fait s'installer en France. 57% souhaitent s'installer dans leur pays de nationalité et 39% dans un autre pays. Alors ça fait plus que 100%, vous l'avez sûrement remarqué, parce qu'en fait, ils pouvaient citer plusieurs possibilités. Donc 66% ont cité au moins une fois en France, 57% ont cité dans mon pays de nationalité, etc.
Quand ils sont arrivés en France beaucoup plus tôt, dès le premier cycle, licence, IUT, classe préparatoire, eh bien là, on en a 92% qui souhaiteraient rester en France. Donc, ce qu'on voit, c'est que selon le moment où ils sont arrivés en France, en fait, le projet pour la suite est mûri très, très tôt. Et ceux qui souhaitent, ceux qui viennent tôt en France, derrière, ont un projet de rester en France à long terme, beaucoup plus que ceux qui arrivent plus tardivement. Alors, quand on parle d'attractivité internationale, donc évidemment, ça nous, bon, peut-être que ça ne vous concerne pas beaucoup, mais pour les écoles doctorales, c'est assez important. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des présentations qui sont faites avec des contenus différents selon qu'on s'adresse à des étudiants en premier cycle ou des étudiants lycéens à l'étranger ou des étudiants en master qui vont juste arriver pour le doctorat. On ne va pas forcément présenter les mêmes choses ou insister sur les mêmes atouts d'une venue en France. Alors, pour l'attractivité internationale, un autre point, c'est le choix de la langue de rédaction de leur thèse. Alors, moi, j'ai été surprise par les résultats de l'enquête, mais je n'étais pas la seule, en fait. Il y a beaucoup de nos collègues des différentes écoles doctorales françaises qui ont été surpris. 27% des doctorants déclarent ne pas avoir le choix de la langue de rédaction de leur thèse. Donc ça, c'est assez surprenant. Étant donné qu'il n'y a rien qui interdit en fait d'utiliser soit le français, soit l'anglais. Enfin, il n'y a pas de. Voilà. Donc, ce qu'on estime, c'est d'affirmer une position nationale en faveur du sur-mesure et de le faire savoir, surtout auprès des étudiants internationaux de pays non francophones, parce qu'on constate aussi clairement dans l'enquête que ceux qui viennent de pays où on ne parle pas français choisissent des domaines de recherche où en fait, il est plus accepté ou plus connu qu'on peut rédiger la thèse en anglais. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux encadrants quelles étaient leurs opinions sur la langue de rédaction de la thèse, selon le domaine de recherche. Donc, on voit arriver en fait qu'il y a une fraction des encadrants qui estiment qu'il faudrait privilégier une langue ou l'autre. Par contre, ils ne sont pas d'accord, selon les domaines scientifiques, sur la langue à privilégier. En humanité, lettres et langues, ça va plutôt être le français. En sciences et technologies, plutôt l'anglais, avec une gradation entre les deux. Et puis, sinon, on a quand même une majorité, quel que soit le domaine, qui est favorable à une position un petit peu de sur-mesure en choisissant en fonction de la situation, des besoins, du fait des langues maîtrisées par les doctorants, mais aussi de leur souhait de mettre mise en visibilité de leurs travaux ou de leurs projets pour l'après-thèse. On peut remarquer aussi, et ça c'est assez intéressant, c'est logique d'ailleurs, qu'en humanité, lettres et langues, où forcément il y a sûrement d'autres langues que le français et l'anglais, on voit qu'il y a une proportion importante des encadrants qui estiment que les thèses devraient pouvoir être rédigées dans d'autres langues que uniquement le français et l'anglais. Ce qui n'est pas quand même une surprise compte tenu du domaine. Dernier point qui a été extrait là, après on fera peut-être des focus en enrichissant un peu. On a été regarder la préparation du devenir professionnel. Donc, quels étaient vos projets pour l'après-thèse et comment vous projetiez dans le futur. Donc, on a pu constater, alors il y avait plein de choses, donc je vais juste focaliser sur le point qui était particulièrement notable et qui était qu'on constatait qu'il y avait une part assez importante. Donc là, vous voyez 35%, plus d'un tiers des doctorants qui se déclaraient très inquiets ou assez inquiets vis-à-vis de leur avenir professionnel. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence selon les domaines, un petit peu plus d'inquiétude. Donc voilà, on avait un petit peu plus de doctorants qui se déclarent inquiets ou très inquiets en sciences de la vie et de la santé, et puis un petit peu plus de doctorants qui se déclarent confiants en sciences et technologies. Mais ce n'est pas très variable d'un domaine à un autre. Alors qu'il est vrai que quand on regarde les enquêtes sur le devenir professionnel des docteurs, il y a plus de différences selon les domaines. Et puis surtout, la part en fait, de doctorants qui sont très satisfaits de leur emploi est très importante. En fait. Donc on n'a pas du tout ce genre d'inquiétude, disons, n'est pas corrélé à ce qui se passera par la suite. Alors, on a posé aussi la question, finalement, avez-vous accès à des informations sur le devenir professionnel dans votre domaine ? Et on l'a corrélé avec justement le niveau d'inquiétude exprimé. Et ce qu'on constate, c'est que quand les doctorants n'ont pas accès à des informations, enfin, parmi ceux qui sont très inquiets, il y en a beaucoup plus qui n'ont pas accès à des informations. Et parmi ceux qui sont confiants, eh bien, il y en a beaucoup plus qui ont accès à des informations. Deuxième question,
on leur a demandé si les informations auxquelles vous avez accès sont récentes, adaptées, utiles. En général, quand les docteurs ont accès à des informations, ils les jugent adaptées, utiles. Voilà, donc le problème n'est pas réellement la qualité de l'information, le problème est simplement qu'elle existe et qu'on sache où la trouver. Donc, on propose de mettre en place un portail national de l'emploi des docteurs qui permettent de consolider toutes les informations disponibles sur la situation des docteurs pour qu'on puisse les partager et que tout le monde puisse y avoir accès facilement et trouver facilement l'information. On constate aussi, donc toujours sur cette question de devenir professionnel, une certaine morosité nationale. Alors, il n'y a pas que sur cette question, il y a sur plusieurs autres questions, une différence en termes de satisfaction ou autre selon que les doctorants sont nationaux ou internationaux. Nationaux, c'est être né ou avoir grandi en France, hein, c'est ça qu'on a mis derrière ce terme. Alors, j'ai juste, comme ça dépend de la durée de la thèse, un certain nombre de choses, j'ai ici extrait, pour que ce soit comparable, juste pour montrer les faits internationaux versus nationaux, des doctorants en sciences et technologies en année de thèse 1 à 3, hein, pour qu'on puisse effectivement comparer. Et donc, on a demandé en fait aux internationaux, on a croisé les deux informations, comment voyez-vous l'avenir, donc très inquiet, très confiant, etc., versus où voulez-vous vous installer par la suite, en France, dans mon pays de nationalité, dans un autre pays que la France ou mon pays de nationalité. Même question pour les nationaux. Et donc là, vous voyez, ce qui est assez frappant dans ces réponses, c'est que même pour une installation en France, donc même pour s'installer en France, les internationaux sont à peu près 2 fois plus confiants que les nationaux. Alors que quand même, quand on vient d'un autre pays, c'est plus compliqué de s'installer en France. Donc, une des explications en fait qu'on a trouvées, c'est aussi que quand on vient d'un référentiel culturel où on vient de pays où le doctorat est très reconnu et où on se dit, bah, un doctorat, ça ouvre aux meilleures carrières, etc. Même quand on arrive en France, ben, on est confiant en fait sur ce que peut ouvrir le diplôme. Et quand on baigne dans un environnement, disons en France, où il y a beaucoup de gens qui répètent que le doctorat n'ouvre pas forcément sur les plus belles carrières ou n'est pas forcément un sésame pour un beau devenir professionnel, effectivement, bah, les gens sont beaucoup plus inquiets puisqu'ils arrivent avec effectivement une culture qui est différente sur ce domaine. Donc, en fait, on propose, on recommande la mise en place d'un portail national de l'emploi des docteurs pour pouvoir fournir de l'information en la consolidant entre plusieurs établissements. On n'a pas trop ce souci à l'université Paris-Saclay parce que vous êtes nombreux, donc on arrive à avoir des statistiques importantes. Mais une des grandes difficultés, c'est que les docteurs représentent 3% des diplômés de l'enseignement supérieur et dans le même nombre d'établissements que ceux qui délivrent tous les autres diplômes. Donc, du coup, dans chaque établissement, le nombre de diplômés de doctorat peut être, et surtout si on fait discipline par discipline, peut être trop petit pour avoir des informations statistiquement, enfin, qui ont simplement du sens statistiquement. Donc, c'est important qu'on puisse rassembler en fait des données venant de plusieurs établissements. Voilà, donc j'ai un peu fait le tour. Donc, je vous propose de poser toutes les questions que vous voudrez. N'hésitez pas et puis j'essaierai de vous répondre. Donc, évidemment, c'est un peu rapide comme tour d'horizon, mais